Bonjour à tous, bienvenue dans cette 10e édition de notre cycle annuel CAP 2030 vers de nouveaux modèles socio-économiques sur le thème du handicap. Deux mots pour vous rappeler le contexte. Ces webinaires s'inscrivent à la fois dans des recherches et dans un programme. Dans des recherches tout d'abord, 15 ans de recherche empirique qui ont permis de capitaliser une connaissance partagée sur les enjeux et les défis des modèles socio-économiques, notamment d'intérêt général, sachant qu'on est dans un contexte où, quel que soit finalement le statut, quel que soit le secteur public ou privé, toutes les organisations s'interrogent, se questionnent sur comment faire évoluer, comment transformer leur modèle socio-économique. Depuis 2010, octobre 2010, on propose ce programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général. Et on tient à en remercier d'ailleurs tous nos partenaires, le ministère de l'Éducation nationale, la JEPVA, la Banque des territoires, la Croix-Rouge française et le Fonds EDD17. Et ce programme permet de partager des ressources et permet aussi de se retrouver autour d'un webinaire chaque troisième jeudi du mois. En 2022, le cap proposé a été celui de la prospective, de se projeter à horizon 2030, et je vais d'ailleurs vous dire pourquoi et comment. Chacun de ces webinaires permet finalement de construire une vision prospective par domaine d'action, donc très spécifique, et qui illustre une diversité de chemins pour réussir l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, les ODD, qui ont été validés par 193 États pour l'ONU. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est chaque mois finalement de comprendre la diversité de ces modèles au sein d'un domaine, mais qui s'applique à différents acteurs, à différents territoires et leurs interactions, pour être en mesure d'accélérer des solutions, pour adresser des réponses à la hauteur des enjeux posés par cet agenda 2030 des ODD qui nous amène une vision globale, une vision systémique des défis et des enjeux communs à réaliser. Et donc aujourd'hui, c'est le 10e webinaire qui va achever le cycle 2022 qui s'intitule CAP 2030 vers les nouveaux modèles inclusifs du handicap. Quelles vont être les parties de ce webinaire ? Tout d'abord, une présentation de la recherche empirique qui vous sera proposée par Charles Benoît. Quels défis pour le handicap ? Ensuite, une illustration de regards croisés avec l'APF France Handicap, l'AGFIP, la Fondation RSM France et la Caisse des dépôts que l'on est ravis d'avoir à nos côtés, et une mise en débat pour voir ensemble finalement comment passer d'une diversité d'actions à leur interaction et bien sûr un zoom sur les prochaines étapes. Sans plus attendre, Charles Benoît, je vous invite à nous exposer la mise en perspective de la recherche empirique. Bonjour à tous, merci Yann. C'est un plaisir effectivement de conclure cette année avec ce webinaire où, comme à chaque fois, je vais relire une décennie de travaux pour pouvoir la relier à nos enjeux d'aujourd'hui et nous projeter sur ce que nous avons à réinventer collectivement. Alors, pour relire cette décennie de travaux, Yann, s'il vous plaît, merci. On est parti en 2010 d'une étude que nous avions réalisée sur le domaine du handicap comme lieu privilégié de nouvelles formes d'alliance entre les acteurs d'intérêt général et les acteurs économiques. Et nous avions pu établir à l'époque, 5 ans après la loi 2005, finalement toutes les avancées qui avaient pu être mises en place grâce à cette question des nouvelles alliances. Nous avions, dans le cadre de nos travaux empiriques, eu l'occasion de travailler avec Jacques7.com, avec l'AFM Téléthon, un grand partenaire de nos travaux de recherche depuis 2007, avec l'APF France Handicap, sur lequel nous avions travaillé en 2010 sur la projection stratégique de l'APF. Nous avions travaillé aussi avec Clubhouse au moment de son implantation en France, avec Simon Sirène sur les questions d'habitat partagé, avec aussi des projets territoriaux comme comment communiquer et vivre le handicap à Gennevilliers, et puis des acteurs économiques, les travaux d'SFR sur la question de l'accessibilité du numérique et de la téléphonie pour les personnes en situation de handicap, le groupe La Poste sur tout le programme d'accessibilité du groupe qui était très, comment dirais-je,
très au cœur de la transformation des espaces de la Poste à cette époque-là, le groupe Réunica, Renault sur les questions de mobilité durable, et puis le groupe de protection sociale Corom sur ces questions-là. Donc, une première approche de ces dynamiques par comment chacun des acteurs, dans sa stratégie, prenait en compte cette dynamique de la co-construction de réponses et la projection sur finalement ces réponses au plus près des besoins des personnes en situation de handicap. Et puis en 2015, il y a une transformation très profonde, puisque vous l'avez rappelé, Yann, les 193 pays des Nations Unies ont signé l'agenda 2030 qui marquait vraiment, à travers le 17e objectif de développement durable, cette nécessité de faire alliance pour pouvoir avoir des réponses systémiques. Et là, nous avons engagé un programme de recherche sur la question des nouveaux modèles de coopération territoriale, notamment, et nous avons cherché à pouvoir modéliser, à mettre en valeur ce qui étaient les articulations entre la diversité des acteurs, la diversité des domaines et la diversité des territoires. Et bien évidemment, le domaine du handicap est un domaine particulièrement emblématique, puisqu'il croise finalement à la fois cette diversité des domaines qui sont touchés par la question du handicap, la diversité des acteurs qui sont impactés par cette question, et puis bien évidemment des réponses territoriales qui, du local à l'international, ne sont pas les mêmes. Et j'allais dire, récemment, au moment de la semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap, nous avons eu l'occasion et la chance, et je remercie l'AGFIP ici présente, de nous avoir invités à témoigner à cette conclusion au niveau du Conseil régional de la région Île-de-France, avec une alliance tout à fait intéressante entre l'AGFIP et son pendant public, la FIP, pour justement réfléchir ensemble sur comment est-ce que cette question des défis du handicap, finalement, nous questionne sur le vivre ensemble, sur la capacité à faire du handicap une véritable force collective. Et c'est bien évidemment très en lien avec la publication de l'étude d'impact sur le Faire Alliance en France que nous avons réalisé avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts. Alors, une fois qu'on a relu un peu ce cheminement, cette décennie de travaux sur le handicap, regardons comment on peut le relier finalement à nos enjeux d'aujourd'hui. Et nos enjeux d'aujourd'hui, c'est finalement de réinventer, ou plus exactement de comprendre comment les alliances impactent notre capacité à avoir des réponses à l'ampleur des enjeux de transformation que nous vivons. Et là, c'est très intéressant parce que, là encore, le domaine du handicap incarne parfaitement les trois impacts du Faire Alliance. Dans l'innovation, tout d'abord, la capacité d'innovation, je ne citerai qu'un exemple, mais je peux en citer de très nombreux, mais nos amis et partenaires de l'AFM Téléthon, par les travaux de recherche qui ont pu être menés sur les thérapies génétiques et cellulaires pour pouvoir soigner les plus complexes des maladies rares qui ont pour impact un handicap chronique, quelque part, ont fait une innovation qui a servi non seulement à pouvoir avoir des traitements efficaces pour soigner les personnes malades des maladies neuromusculaires, mais en plus ont permis, parce que ce sont les maladies les plus complexes, de pouvoir avoir des traitements qui nous ont servi à tous, et ça a été le cas notamment puisque vous savez que si nous avons eu un traitement en 10 mois contre la Covid, c'est pas parce que des milliards ont été mis sur la table, c'est parce que des recherches avaient été engagées depuis plus de 30 ans sur ces nouvelles thérapies, et que ces nouvelles thérapies ont été notamment financées grâce au Téléthon, grâce aux 1,4 milliard qui ont pu être investis dans la recherche, et que quelque part, cette recherche qui ne touchait au départ que des personnes malades des maladies rares, finalement nous a tous impactés. Et donc on voit bien que l'innovation
pour les cas les plus complexes, nous aide à innover de façon beaucoup plus générale. Et donc, c'est bien des innovations d'intérêt général dont il s'agit. Si on prend le deuxième impact de ces nouvelles alliances, la performance. Là aussi, très intéressant de voir qu'il y a des travaux assez historiques. Et je pense notamment à Noroto qui, dans le milieu des années 2000, a commencé à réfléchir pour se dire, mais intégrer des personnes en situation de handicap, ça ne doit pas seulement être un taux, un pourcentage à atteindre pour pouvoir être dans la régulation, la réglementation, le taux des 6%. Ça doit finalement nous faire progresser aussi dans notre capacité de voir le handicap différemment. Et il y a eu des travaux très intéressants qui ont été engagés par Noroto pour comprendre dans quel cas la compensation de la situation de handicap pouvait devenir finalement une force. Et je pense à un exemple très concret qui avait été établi, qui était de dire qu'ils avaient constaté, et on le sait, que dans les travaux de ce qu'on appelle sous-pont, hein, vous savez, quand on fait monter une voiture pour travailler sous la voiture pour la réparation, eh bien, avait des conséquences sur les TMS extrêmement fortes, hein, sur les troubles musculo-squelettiques extrêmement fortes. Et ils ont engagé un travail pour se poser la question si les personnes qui étaient en fauteuil, finalement, n'étaient pas mieux positionnées pour pouvoir finalement faire ces réparations sous pont. Et ça a été une démarche très intéressante parce qu'effectivement, cette situation pour pouvoir intégrer des personnes en situation, pas seulement dans des bureaux, mais aussi dans leur cœur de métier, a permis d'identifier des solutions qui ont été utilisées, non seulement bien sûr par les personnes en situation de handicap qui ont pu intégrer ce type de poste, mais aussi plus largement, là encore, sur des améliorations pour pouvoir éviter les troubles musculo-squelettiques de sujet. Et donc, on voit bien dès cette deuxième impact que le handicap, la compréhension du handicap, la compréhension de la compensation naturelle que les personnes en situation de handicap peuvent faire, si elles sont regardées, observées et comprises, eh bien, peuvent devenir des éléments qui nous aident, chacun d'entre nous, à comprendre finalement d'autres postures, d'autres logiques que nous n'avions pas vues ou que naturellement nous n'aurions pas abordées. Et j'aime à dire que souvent que les grands singes sont beaucoup plus intelligents que les hommes, puisque chez les grands singes, et notamment chez les bonobos, si les grands singes en situation de handicap sont au cœur de la tribu, c'est pas par philanthropie ou solidarité, c'est parce que les grands singes ont observé qu'ils développaient d'autres formes de performance qui étaient utiles à l'ensemble de la tribu. À quand serons-nous aussi intelligents que les bonobos? C'est la question que je peux poser. Mais plus sérieusement, ça nous amène à un troisième levier d'impact du Faire Alliance, c'est la question de, finalement, nous sommes tous fragiles. De notre naissance à notre mort, nous avons tous nos moments de fragilité. Et quelle serait la confiance de nos concitoyens, de nous-mêmes, si nous ne prenons pas en considération, finalement, les situations de fragilité visibles? Eh bien, bien évidemment, si déjà celles-là, nous ne les prenons pas en compte, si notre société n'est pas capable de les prendre en compte, elle ne crée pas une confiance en disant, puisque nous sommes tous fragiles, ça veut dire que si nous ne savons pas traiter les fragilités des uns, nous ne saurons pas traiter les fragilités des autres. Et donc, que ce soit plus pour des raisons d'innovation, que ce soit plus pour des questions de performance, en apprenant à faire différemment les choses, ou que ce soit en termes de confiance, vous comprenez bien pourquoi, à l'image du Faire Alliance qui permet d'allier des complémentarités, eh bien, le domaine du handicap incarne pour lui très particulièrement et de façon extrêmement concrète ces trois impacts du Faire Alliance. Alors, ça nous amène à la question, que faire de tout cela? Qu'est-ce que nous devons réinventer? Eh bien, ça nous invite à réinventer, à valoriser finalement la différence, non pas comme une fragilité, mais comme une force. Et là, eh bien, ça se traduit de façon extrêmement pertinente sur la question de nos
équilibres économiques. Et c'est là où c'est très intéressant, les travaux que nous avons menés depuis maintenant 12 ans sur les modèles socio-économiques d'intérêt général, sur la spécificité de ces modèles socio-économiques d'intérêt général. Il y a un pont entre ce que je viens juste dire sur les impacts de la prise en compte et j'allais dire de faire de la différence une force et finalement l'intégration dans nos modèles socio-économiques. D'abord parce que la vision des impacts du faire avec, c'est-à-dire ce que nous appelons la primal alliance, eh bien, finalement, si nous ne prenons pas en considération la capacité à travailler avec un écosystème, à finalement être à plusieurs et regarder ce que ça a comme effet très direct sur notre capacité à produire des solutions à grande échelle, eh bien, nous passons à côté finalement de la dynamique d'interaction qui permet de créer de la valeur et d'être plus frugal. Autrement dit, finalement, le faire avec est un élément complètement déterminant de la création de valeur aujourd'hui. Deuxième étage de la fusée, au-delà de la vision, la question de l'action, la prise en compte de la diversité des modèles socio-économiques tout au long d'un processus d'innovation sociétale, et notamment de la place spécifique que peuvent avoir les modèles d'intérêt général, ceux des investisseurs sociétaux au moment où il faut investir dans la modélisation, ou ceux de tous les acteurs économiques, publics et privés, comment intégrer cette capacité finalement de différence d'acteurs qui va permettre justement de créer plus de valeur pour chacun et d'être au cœur de la performance, eh bien nous avons là encore un élément tout à fait déterminant, une traduction tout à fait concrète sur les modèles socio-économiques. La diversité des modèles socio-économiques est une création de richesse pour chacun des acteurs qui est mobilisé dans un processus d'innovation. Et puis le dernier, dans nos systèmes de gestion, on voit bien que dans les trois leviers d'activation d'un modèle socio-économique, dans les questions des richesses humaines, dans la question de la diversité des financements et dans la diversité des alliances qui peuvent être mises en place, là encore, on voit bien que l'hybridation, la capacité à prendre en compte la différence, la différence comme une force, eh bien, nous aide à réinventer et à consolider des modèles socio-économiques qui sont à la fois plus résilients, plus performants et surtout plus prospectifs. Et là encore, finalement, puisque le domaine du handicap, un peu comme le domaine de l'insertion par l'activité économique, ont été des précurseurs de ces nouvelles alliances, c'est sans doute au travers des expériences et des acteurs qui s'intéressent à ce domaine du handicap que l'on peut trouver les modèles socio-économiques les plus visionnaires, en tous les cas ceux qui vont prendre une capacité à faire avec et non pas pour, à articuler des acteurs très différents parce que c'est ce qui va créer de la valeur, et puis à l'intégrer très directement dans son propre système de gestion, que ce soit en termes de richesse humaine, que ce soit en termes de nouveaux modèles de financement, ou que ce soit en termes de nouvelles alliances. Et ça nous amène, bien évidemment, à nous reposer la question, cher Yann, de pourquoi avoir choisi ce dernier ce dernier thème dans le cadre des enjeux 2022 qui était d'éclairer ensemble les modèles de 2030. Je rappelle que ce cycle de modèles socio-économiques, de la diversité des modèles socio-économiques, s'inscrit dans les travaux que nous avons menés avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts sur la publication de la première étude d'impact systémique de l'ODD 17, donc la capacité à faire alliance au niveau d'un pays et au niveau régional, puisqu'il a été décliné de façon régionale. Et ce que nous voulions montrer à travers le cheminement que nous avons eu tout au long de 2022, c'est que quel que soit le domaine d'application, nous avons commencé par le numérique et nous finissons sur le handicap, dans ces 10 domaines d'action, la façon de faire alliance et de croiser les regards, les compétences des uns et des autres, les moyens financiers des uns et des autres, et finalement la capacité des réseaux des uns et des autres, est au cœur de notre capacité à réinventer et à répondre à l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Au moment où la France a annoncé le 16 septembre dernier par le ministre Béchu et ensuite le président de la République est allé à l'ONU porter l'engagement de la France de faire
une revue nationale volontaire de l'agenda 2030. Je crois qu'à travers ce cheminement qui montre que ce soit dans le numérique, que ce soit dans l'insertion, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la culture, que ce soit aujourd'hui dans le handicap, cette capacité à croiser des regards, à croiser des modèles complémentaires est un élément qui crée de la valeur et plus de frugalité. Autrement dit, nous sommes en mesure d'affronter 2030 dès aujourd'hui, voire déjà de nous projeter dans 2050, parce que c'est déjà une réalité de terrain. Et enfin, et j'en finirai là, éclairer, c'est aussi être en capacité de montrer comment ces changements systémiques, eh bien, on peut en comprendre la transversalité, et que ce soit à travers le cahier de recherche ODD 17, les leviers d'un changement systémique, qui est officiellement publié aujourd'hui, alors qui sera diffusé le 19 janvier prochain pour des raisons techniques, la mise en page de ce cahier de recherche n'ayant pas pu être terminé, nous le publierons, nous le diffuserons à partir du 19 janvier prochain, mais sachez qu'il est déjà écrit, il conclut 50 travaux sur cette capacité. Comment le faire alliance renouvelle nos modèles, à la fois en termes de vision, d'action et de modèle de gestion. Et le 19 janvier, vous aurez aussi le rapport CAP 2030 vers de nouveaux modèles socio-économiques, où l'ensemble des travaux tels qu'ils ont été portés à la fois à travers ces 10 webinaires, mais aussi plus globalement depuis 12 ans, sont capitalisés dans un rapport qui montrera comment cette prime à l'alliance peut devenir un élément déterminant de prise en compte de nos différences, non pas comme une fragilité, comme nous continuons à le faire aujourd'hui, mais comme une force. Et c'est pour ça que nous voulions finir notre cycle annuel 2022 par les questions du handicap, parce que quoi de mieux que le changement de regard sur les personnes en situation de handicap pour comprendre que nous sommes tous fragiles et que peut-être c'est justement le handicap qui est la normalité. Merci Charles Benoît pour cet éclairage passionnant. Alors, on va passer maintenant à l'étape du croisement de regard, justement, avec, pour ceux qui nous suivent, vous connaissez le principe des 4 points cardinaux. Alors, on écoutera d'abord l'APF France Handicap, au sujet de comment répondre aux aspirations, puis l'AGFIP pour l'accompagner vers l'emploi, la Fondation RSM France pour contribuer au changement de regard et nos amis de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts sur mobiliser les partenaires et les écosystèmes. Ces dialogues croisés illustreront chacun la capacité d'innover avec son écosystème. Un mot à l'attention du public. Si vous souhaitez poser des questions aux intervenants, n'hésitez pas à utiliser le fil questions pour ce faire. Ils seront ravis d'y répondre. Yann, vous avez coupé votre micro, on ne vous entend plus. Ah, pardon. Pour ouvrir cette séquence d'intervention, j'ai le plaisir d'accueillir Patrice Tripoteau, directeur général adjoint de l'APF France Handicap. Patrice, pourriez-vous nous éclairer finalement au travers de témoignages sur de quelle manière et comment vous pouvez arriver à mobiliser pour répondre aux aspirations et aux besoins des personnes? Patrice? Bon, voilà, c'est bon. Bonjour à vous tous et toutes, et merci pour votre invitation. D'abord, quelques mots sur APF France Handicap, qui est une association nationale de personnes en situation de handicap. Nos buts sont à la fois de défendre et promouvoir les droits et libertés fondamentales des personnes en situation de handicap, mais aussi nous apportons un certain nombre de réponses au travers d'établissements, de services, mais aussi d'entreprises adaptées. Donc, nous sommes aussi au cœur de l'activité économique par la diversité de nos actions. APF France Handicap, ça représente 18 000 adhérents, dans une majeure partie des personnes en situation de handicap, mais aussi 5 000 bénévoles et 15 000 salariés. À la question comment mobiliser pour répondre aux aspirations des personnes, alors derrière, et c'est l'angle que je vais prendre, derrière le terme mobiliser, je vais prendre vers un angle plutôt militant, politique. Et ce que je voulais particulièrement souligner, c'était un petit peu des étapes, des mots-clés pour voir comment on mobilise. Donc d'abord, le premier, c'est la légitimité. La légitimité,
de l'expression d'abord des personnes en situation de handicap, ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles demandent, c'est légitime et c'est au regard aussi de leur réalité vécue et ça s'inscrit bien dans l'intérêt général. Mais aussi, il y a une deuxième étape qui est l'expertise. L'expertise, analyser le sujet, et donc on parle d'expertise d'usage, mais c'est aussi des expertises techniques, des expertises professionnelles, des regards croisés aussi, pour reprendre l'expression. Et à partir de ce socle de légitimité de l'expression des besoins, mais aussi des expertises apportées, il y a un enjeu, et là, on va commencer à s'orienter vers des questions aussi d'alliance, mais c'est aussi la pédagogie du sujet, pour qu'il soit compréhensible par le plus grand nombre. Donc, c'est peut-être d'abord quel est le problème, comment l'exposer, mais je dirais non plus en termes techniques, mais en termes, je dirais, grand public ou compréhensible par nos partenaires que nous voulons solliciter. Et puis aussi comment y répondre, rechercher, comme on le dit aujourd'hui, des solutions, des réponses à apporter concrètes, mais aussi, et toujours dans une logique de pouvoir comment créer l'alliance après, c'est aussi dans le cadre d'enjeux sociétaux, et ne pas rester enfermé sur un sujet technique sur le handicap. Et donc, il y a aussi un enjeu pour que cette mobilisation, il faut que nos propres membres puissent se l'approprier. Donc, il y a aussi un travail de pédagogie, de formation en interne de nos membres pour qu'ils puissent porter un message. Et on va rentrer dans une phase qu'on peut appeler d'influence, de mise en relation, d'alliance, alors à la fois auprès des interlocuteurs publics, mais c'est aussi bien entendu auprès de l'ensemble de la société, des acteurs de la société. Donc, en fonction des sujets, ils sont multiples, mais nous touchons, et le secteur du handicap touche tous les secteurs de la société, quels qu'ils soient, et y compris au niveau local, tant que national, voire international. Donc, c'est tout un enjeu après de mobilisation. Alors, pour prendre un exemple très, très rapide, on peut voir par exemple d'un sujet comme le sujet de la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, qui au départ est un sujet technique. Tout le monde ne sait pas ce que c'est l'allocation adulte handicapé, encore moins ce que voudrait dire la déconjugalisation. Et donc, en fait, les sujets, c'est que quand une personne en situation de handicap se marie, eh bien, si elle était bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé, d'une allocation, elle risque de la perdre si elle dépasse le plafond par les ressources de son mari ou de sa femme. Et c'est là qu'a été pointée la question de la dépendance de personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler et qui peuvent être soumis à l'assistance de son conjoint ou conjointe. Et donc, c'est ce sujet, mais qui est venu croiser un autre débat sociétal, par exemple, de la violence faite aux femmes en situation de handicap, dont un certain nombre de ces femmes en situation de handicap étaient bénéficiaires n'étaient plus bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, et donc devenaient complètement dépendantes de leur mari, et donc il y avait une certaine soumission. Donc, c'est un autre courant qui est venu aussi impacter le débat. Et puis, et pour terminer, c'est comment, à partir depuis un certain nombre d'années, nous portions ces sujets peut-être trop techniques, mais que la société civile s'en est aussi emparée, des journalistes, des acteurs, voilà, donc des gens ont pris la parole sur le sujet, sur un sujet qui au départ était technique, mais qui est devenu bien un sujet sociétal dans lequel plusieurs acteurs se sont mobilisés. Et on voit bien l'enjeu de l'alliance qui peut à un moment faire déboucher, y compris les différents groupes parlementaires, quelle que soit l'opinion politique, se sont saisis de ces sujets, y compris le secteur de l'exclusion sociale qui a compris que l'AH était un peu différent des autres minima sociaux où les débats pouvaient être présents. Voilà un peu cette construction très rapide, mais comment, à partir de nos sujets, on va essayer de le faire partager avec le plus grand nombre. Et je dirais qu'on peut décliner ce modèle à l'infini, quel que soit le sujet. Merci Patrice pour cette intervention extrêmement claire et synthétique et en même temps globale.
On va à présent, après donc l'enjeu de mobiliser les personnes, écouter celui de l'accompagnement. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Julien Viau. Julien est chargé d'études et développement à l'AGEFIP Île-de-France. Alors Julien, est-ce que vous pourriez nous dire finalement comment accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi? Avec grand plaisir. Bonjour à tous. Merci au Rameau pour son invitation ce midi et merci à Charles Benoît pour cette introduction, je trouve tout à fait intéressante. Alors, j'ai choisi de vous expliquer dans un premier temps quel était le sens de l'obligation légale qu'on connaît en France, l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Je vous expliquerai ensuite quelles sont les missions de la GFIP dans ce contexte et comment nous appuyons l'écosystème entreprise, partenaires, emploi, formation sur cette thématique de l'accès des personnes en situation de handicap à un parcours professionnel et à une évolution professionnelle. Alors, rappelez que l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés a 35 ans cette année. Elle existe depuis la loi de 1987, qui a également créé la GFIP. À l'époque, le législateur a regardé dans la population active, donc les 15-60 ans, quelle était la part de personnes en situation de handicap, 6%, et donc a demandé aux entreprises de 20 salariés et plus de prendre une responsabilité dans cet accès à l'emploi des personnes en situation de handicap qui était naturellement très en retard sur le sujet par rapport à une population lambda. Cette obligation légale a été revue à plusieurs reprises, actualisée en 2005 notamment, et tout récemment avec la loi Avenir de 2018 qui est entrée en vigueur en 2020 et qui donne la priorité à l'emploi direct. Donc l'entreprise va pouvoir valoriser au prorata temporis son accueil, son intégration de personnes en situation de handicap. On le voit à l'écran, quelle que soit la forme du contrat, du premier jour de stage jusqu'au CDI, en passant par l'alternance, qui est une formule tout à fait pertinente pour le public travailleur handicapé de reconversion ou de retour à l'emploi. Cette réforme de l'obligation d'emploi prévoit que désormais l'unité d'assujettissement, c'est-à-dire le niveau auquel on va poser cette obligation d'emploi de travailleurs handicapés, soit l'entreprise, c'était l'établissement jusqu'à maintenant, donc le SIREN et plus le SIRET. On considère effectivement que c'est au niveau de l'entreprise que se définit une stratégie RH et en particulier une politique handicap. La déclaration se fait maintenant de manière traditionnelle en DSN avec une déclaration annuelle dite DOETH qui est générée dans cette DSN au mois d'avril de l'année qui suit. La désignation, c'est très important puisqu'on va dans le bon sens pour les entreprises de 250 salariés et plus d'un référent handicap. On verra que la GFIP contribue à professionnaliser ces référents handicap sur l'ensemble des sujets d'une politique handicap. Et puis, vous le voyez, un certain nombre de dispositions qui visent à soutenir les entreprises dans leur accueil de personnes en situation de handicap et à faciliter aussi la mise en place de ces rencontres. À votre disposition pour plus de précision, on va vous rappeler que ces entreprises de 20 salariés et plus qui n'atteignent pas, pour le coup, les 6%, vont verser une contribution, alors aujourd'hui à l'URSSAF ou à la MSA, à partir d'un coefficient. On prend l'exemple d'une entreprise de 100 salariés qui aurait 3 personnes en situation de handicap dans ses effectifs, qui devrait en avoir 6, nous lui appliquerons un coefficient donc de 400 fois le SMIC horaire par personne manquante, soit 400 fois le SMIC horaire fois 3. Voilà un peu le niveau de contribution pour une PME. Et donc ces fonds, ces contributions alimentent directement le fonctionnement de la GFIP. La GFIP est chargée de gérer ces fonds et de déployer, on va le voir, un système d'aide, de prestations et de services à destination et des entreprises et à destination des personnes. Alors, nous portons une mission de service public qui est double. Nous sommes présents, nous le verrons, dans l'ensemble des régions françaises. Développer l'emploi des personnes en situation de handicap, favoriser
leur accès, maintien dans l'emploi et évolution professionnelle. Et puis, je le disais, gérer les contributions des entreprises privées qui n'atteignent pas les 6%. Nous déployons, je l'indiquais, donc ensuite, à partir de ces fonds, 11 services à destination des entreprises et des personnes, 17 aides financières, avec, en période de pandémie, des mesures exceptionnelles qui visaient à sécuriser et les parcours de formation et les activités professionnelles et également les créations d'activités de personnes en situation de handicap. J'ai évoqué donc cette loi de 1987, dont nous fêtons les 35 ans cette année, et donc 14 délégations régionales avec 21 sites répartis sur l'ensemble du territoire, 480 collaborateurs à votre disposition. Donc voilà, une répartition avec nos nouvelles grandes régions qui est plutôt équilibrée sur le territoire et métropolitain et ultramarin. L'offre d'intervention de la GFIP, simplement retenir que notre raison d'être, c'est la compensation du handicap en emploi. Donc, à compétence égale, le handicap ne doit pas être un frein. Et donc, la GFIP va permettre de sécuriser les parcours professionnels, de prendre en compte un certain nombre de besoins, d'aider à mieux comprendre aussi les incidences du handicap sur l'emploi et de soutenir les entreprises dans leurs actions à destination du public travailleur handicapé. Nous portons vraiment nous encourageons cette politique de petits pas. Il ne s'agit pas de mettre en place des révolutions dans l'entreprise en la matière, mais justement de se rapprocher du public et de comprendre, notamment dans des interactions entre pairs, quelles sont les clés, quelles sont les bonnes pratiques à envisager pour, de manière très concrète, de manière empirique, accueillir le handicap dans son entreprise. Je ne détaille pas, mais vous voyez là qu'on a une offre d'intervention donc qui est double et à destination, je le disais, des employeurs, en vous précisant que nous n'intervenons qu'auprès des employeurs privés qui contribuent à ce fonds donc, pour l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap dans le secteur privé. Nous avons, Charles Benoît l'évoquait, un cousin qui s'appelle le FIP, donc le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, on dirait même dans les fonctions publiques, dans les 3 fonctions publiques, et qui aura une offre d'intervention, un système d'aide assez proche de celui de la GFIP. Donc, des aides aux employeurs en matière de recrutement, d'intégration et de mobilité professionnelle, un soutien tout particulier à l'alternance, des aides au maintien dans l'emploi, à la compensation du handicap, à l'accompagnement des transitions professionnelles, et puis un système d'aide aux personnes, là aussi en termes de création d'activités, d'accès à l'emploi, de compensation technique du handicap. Nous allons par exemple cofinancer l'acquisition ou le renouvellement de prothèses auditives, pouvoir soutenir le déplacement de personnes en situation de handicap dans le champ professionnel qui ne peuvent pas utiliser les transports en commun. Et c'est un sujet, vous le savez, en Île-de-France. Voilà, aide humaine, interprétariat, langue des signes par exemple. Et vous voyez qu'à côté de certaines de ces aides, on a un petit P, ce qui me permet de vous rappeler donc, que la GFIP accompagne dans une logique macro, globale, les entreprises dans cette politique handicap, et qu'ensuite, bien sûr, elle ne travaille pas seule, elle s'appuie sur ses partenaires du service public de l'emploi, que sont Pôle emploi, les Cap emploi, les missions locales, l'APEC. Et donc, ces aides marquées d'un petit P sont prescrites, donc nous sont présentées par le service public de l'emploi, les personnes et les entreprises étant accompagnées dans ces démarches donc par ces acteurs incontournables. Et ce service public de l'emploi, on le précise, va lui, c'est l'articulation qu'on fait avec la GFIP, plutôt accompagner des situations individuelles, besoin de recrutement et gestion de situations de salariés qui se trouvent empêchés par leurs problématiques de santé. Vous rappelez que la GFIP donc, porte une offre de service qu'on dit offre de conseil et d'accompagnement aux entreprises, graduelle, donc d'informations sur l'obligation légale, sur les aides à mobiliser, sur le qui fait quoi, très simplement. Vous invitez les employeurs également à procéder à une analyse de leurs actions, d'où on part pour mieux avancer. Donc, un autodiagnostic mis en place avec les services de l'État, avec l'URSSAF, mais aussi un diagnostic action un peu plus poussé, l'intervention d'un consultant mobilisé par la GFIP dans l'entreprise pour aider à construire une feuille de route concertée. Et puis l'accompagnement, bien sûr, le déploiement
un certain nombre d'actions en termes de sensibilisation, en termes de recrutement, d'accompagnement des salariés et sur le maintien dans l'emploi, donc au sens ergonomique du terme, et dans l'évolution professionnelle, la mise en place d'une politique d'achat responsable. Pour tous ces sujets, la formation des managers également, qui est fondamentale, et bien la GFIP aura à la fois des conseils, mais aussi des ressources, des outils à vous proposer. On en liste là quelques-uns. La plateforme Activateur de Progrès, qui vous aide à informer, sensibiliser et vous outille pour une communication interne-externe. Et puis un job board, tout simplement un espace emploi proposé par la GFIP qui va venir compléter le sourcing du service public de l'emploi notamment. Vous déposez une offre d'emploi et vous êtes, si vous êtes employeur bien sûr, assuré d'y trouver en face les candidatures, les profils de personnes en situation de handicap. Donc un appui global dans le déploiement de cette feuille de route. Merci Julien pour cette intervention très, très claire et précise. Alors, on a vu l'enjeu d'abord d'accompagner les besoins, l'enjeu d'accompagner vers l'emploi et un enjeu et pas le moindre, c'est celui-ci de faire changer de regard. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Bosc, qui a une double casquette. Elle est directrice communication et marketing au sein du groupe RSM France et elle est également déléguée générale de la fondation RSM France. Charlotte, est-ce que vous pourriez nous dire quelle initiative a mis en œuvre votre fondation pour finalement contribuer à faire changer de regard? Oui, alors on va essayer de répondre à la question. Bonjour à tous et toutes. Tout d'abord, alors j'ai quelques slides, mais j'ai surtout j'introduis rapidement ce qu'est RSM parce que c'est vrai que notre mission au sein de RSM et le sujet de la fondation sont intimement liés. Donc RSM, c'est le 6e réseau d'audit, d'expertise, de conseil dans le monde, un réseau international présent un peu partout. En France, on est présent dans les principaux pôles économiques régionaux et c'est également un sujet qui est en lien avec la fondation, avec 1200 collaborateurs et une attention toute particulière à nos équipes, à l'humain qui accompagne nos clients et qui sont un gros support pour nos actions au sein de la fondation. La mission générale de RSM qui a été définie, donc la raison d'être qui a été définie de manière collaborative il y a bientôt 2 ans, c'est de faire grandir les hommes et les organisations dans le respect de l'intérêt collectif. Je pense qu'on est dans le thème aujourd'hui avec cette mission et qui repose sur 4 valeurs principales qui sont la bienveillance, la proximité, l'audace et l'engagement, et qui viennent alimenter nos actions au quotidien. Cela étant dit, une fois le décor posé, une rapide genèse de la fondation RSM France, qui a pour objet de changer de regard sur les différences. C'est venu, la fondation a été créée en 2019 et à cette époque-là, en fait, le réseau RSM, c'était une combinaison de grosses implantations régionales, mais des cabinets plus ou moins indépendants. Et ma fonction en tant que responsable marketing communication, j'étais la seule finalement qui était transversale sur la France, et c'était insuffisant pour arriver à créer un sentiment d'appartenance et un projet fédérateur pour l'ensemble de nos collaborateurs et de nos régions. Et surtout, moi j'avais un passé aussi déjà dans les associations, enfin dans les fondations d'entreprises, on a eu la chance d'avoir un associé qui était très convaincu par ce projet, qui a été très soutenu par notre comité de direction, qui était notamment, qui est toujours président d'Andy Voile et qui était déjà très 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 impliqué dans les milieux associatifs et dans les fondations. Moi, je ne nous trouvais pas tout à fait prêts, mais je dis bon, allez, on y va. On crée ce véhicule qui va permettre, d'une part,
de rendre un peu ce qu'on a eu la chance d'avoir collectivement avec des personnes bien câblées, bien pensantes, bien dans leur basket au sein de l'entreprise, qui ont fait des bonnes études, qui ont un bagage qui leur donne plus de chances que d'autres, en tout cas dans le déroulé de leur vie, au moins professionnelle. Et c'était important, voilà, de pouvoir redonner aussi et de pouvoir partager les compétences des collaborateurs sur un sujet qui n'était pas forcément, qu'on a choisi aussi pas très, très, très connecté à notre cœur business, parce que sinon, on mélange un peu, on se retrouve vite dans une situation de conflit d'intérêts. Et ce changement de regard sur les différences, j'étais personnellement convaincue par le sujet, mais il a été très, très, très vite adopté parce que d'abord, ça concerne la richesse humaine, le partage et le fait de pouvoir redonner aux personnes qui sont en situation de handicap et peut-être moins chanceuses d'un point de vue professionnel, personnel, parce que pas forcément nés au bon endroit, nés dans la bonne cité, et qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour pallier à ce syndrome de c'est pas pour moi, j'y arriverai pas, et que souvent il faut un regard bienveillant et un petit coup de pouce de quelqu'un qui prend la main pour pouvoir accomplir de grandes choses. La fondation, elle repose sur ces deux piliers, donc le handicap pour favoriser l'inclusion des personnes qui ont un accès moins facile au monde professionnel notamment, et l'insertion professionnelle comme véhicule global pour toutes les personnes vulnérables. On a des critères, bien entendu, pour l'ensemble des projets. Et le premier, c'est que le projet soit porté par un collaborateur et que les collaborateurs puissent s'engager dans les projets qui sont soutenus par la Fondation. Donc, on a une partie qui est donc une dotation, enfin un don financier, mais une grosse partie aussi qui est du mécénat de compétences dans l'accompagnement de nos différents projets. Aujourd'hui, on accompagne une dizaine de projets sur le handicap, donc j'accède que Ramo connaît bien. On a également des projets, dont un qu'on aime bien, qui s'appelle Demain en main, qui a vocation à développer et favoriser le développement du langage des signes. Et puis d'autres projets qui sont autour de l'insertion professionnelle, soit des femmes d'âge mûr, des jeunes, des porteurs de projets de toute origine et qui ont une imagination débordante, mais qui ont juste besoin qu'on les accompagne un peu pour construire leurs projets. Et notamment donc sur le handicap, on arrive à faire des liens, des passerelles entre les associations qu'on soutient pour favoriser ce changement de regard, parce que y a rien de mieux que d'aller au contact, d'aller échanger, d'aller voir ce qui se passe vraiment, d'essayer de se rapprocher de ce que sont ces personnalités qui plein de portées, et notamment après, donc on est accompagné par une gouvernance et par des personnalités qualifiées qui nous aident aussi à progresser et à faire les choix des projets. Donc Sarah Ouramoun, qui est la vice-championne olympique de boxe, Corinne Touvenin, qui est grande spécialiste du Sénat et des fondations, et Daniel Lafranche, qui est directeur général de Talendi, qui est une entreprise adaptée. Alors, Daniel Lafranche arrive en fin de mandat, donc lui, il va être remplacé, et voilà. Et donc, on a une grosse force collective au sein de la Fondation pour accompagner ce changement de regard. Et finalement,
les sujets les plus critiques que nous avons, finalement, c'est le sourcing sur les projets, notamment sur le handicap, que l'on pourrait soutenir. Et voilà. Et donc, ça vient dans le faire alliance et de voir comment on peut aussi sourcer les bons projets, accompagner les associations qui en ont besoin, et ça surtout sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, on a perdu l'image en cours de route, mais en tout cas, votre intervention était extrêmement claire, précise et bien documentée. Merci pour ce témoignage précieux. Alors, il est temps maintenant de passer finalement à notre quatrième et dernier enjeu, celui de mobiliser les partenaires. Et pour en parler, je vais inviter Anne-Lise Compaoré et Solène Guyot à nous faire un numéro de duettiste. Anne-Lise est chargée d'investissement au pôle impact santé médico-social au sein de la direction de l'investissement du département de la cohésion sociale et territoriale de la Banque des Territoires. Et Solène est chargée de mission partenariat au département handicap, direction des politiques sociales du groupe Caisse des dépôts. Alors, Anne-Lise et Solène, est-ce que vous pouvez nous dire finalement comment mobiliser une diversité de partenaires pour inventer des solutions innovantes? Vous pouvez ouvrir les micros, bien sûr. Il faut ouvrir votre micro. En bas à gauche, ouvrir le micro. Je ne sais pas ce qui se passe. Ou alors, Regarde. Oui. Désactive le tien. On entend le micro d'Anne-Lise, donc si on peut laisser allumer le micro d'Anne-Lise, mais couper celui de le son de Solène, ça serait parfait. Voilà, parce que c'était le micro d'Anne-Lise qu'on entendait. C'est parfait, on vous entend bien. Vas-y. Merci. Est-ce que vous nous entendez? C'est parfait maintenant, merci beaucoup. Est-ce que vous nous entendez? Oui, nous, on vous entend. Bon, excusez-nous pour ces petits problèmes techniques. En fait, il y a la petite icône activer le micro qui s'affichait sur notre écran, mais Solène avait beau cliquer, ça ne marchait pas. Bon, donc les duettistes s'adaptent en mode agile. On travaille à la Caisse des dépôts, c'est normal. Donc bonjour à tous et merci infiniment pour votre invitation. Et on voit que grâce au témoignage précédent qui était passionnant, que nous avons pu appréhender toute la diversité du monde du handicap, des regards et des solutions proposées. Cette diversité est une vraie source de richesse, mais elle peut éventuellement créer également de la complexité d'appréhension et la vision d'un écosystème qui peut paraître éclaté. Ainsi, pour faire référence à un adage cher à l'équipe du Rameau qui dit que seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Nous avons souhaité vous présenter aujourd'hui avec Solène la manière dont nous avons co-construit, d'abord en interne au sein de la Caisse des dépôts, puis avec nos partenaires, des synergies afin d'aboutir à un outil au bénéfice tout à la fois des personnes en situation de handicap, des projets innovants dans ce domaine et des structures qui les accompagnent. En premier lieu, nous allons donc vous présenter la manière dont nous avons mutualisé nos compétences en interne. Vous savez qu'en tant qu'établissement public porteur de missions d'intérêt général, la Caisse des dépôts et ses filiales agissent pour une société qui respecte et valorise la diversité et lutte contre les inégalités sociales. Donc, la Banque des Territoires et la Direction des politiques sociales œuvrent tout naturellement dans le champ du handicap et ce de manière très complémentaire. En effet, la Banque des Territoires regroupe des outils, notamment financiers, pour soutenir les acteurs en territoire, notamment dans leur action en faveur du handicap. Par exemple, la direction des prêts va octroyer des emprunts réglementés à des taux très favorables à des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes en situation de handicap.
La direction de l'investissement dans laquelle je travaille va accompagner en fonds propres et en quasi-fonds propres des projets qui portent des solutions innovantes dans les domaines tels que l'habitat inclusif, l'insertion par l'emploi, la formation ou l'éducation, tout cela en faveur des personnes en situation de handicap. Mais si nous souhaitons que les projets soient pérennes, notre accompagnement ne peut se cantonner simplement à l'apport de financement. C'est pourquoi nous nous appuyons régulièrement sur l'expertise technique de nos collègues de la direction des politiques sociales que Solène représente aujourd'hui. Oui, merci Anne-Lise. Donc, la direction des politiques sociales, elle assure la gestion par mandat légal de près de 70 fonds. Par exemple, on a pour les retraites le RAFP, la CNRACL, pour la formation professionnelle, mon compte formation. Il y en a énormément que vous connaissez déjà sans doute. Dans le domaine de la solidarité et plus précisément du handicap, la DPS assure la gestion d'un fonds et de sa vie sociale, qui est le FIP, donc qu'a évoqué Julien tout à l'heure, qui est le pendant public de la GFIP, et aussi la gestion d'une plateforme qui est monparcourshandicap.gouv.fr. On fait le développement, là maintenant c'est l'alimentation. Ça c'est le mandat est pour le compte de la CNSA. Donc la DPS, elle est au cœur de l'écosystème handicap, d'une part par les relations incessantes qu'elle a avec les interlocuteurs de ce milieu, d'autre part parce qu'elle est sollicitée au titre de son expertise de ce milieu, et aussi parce que, sans fonds propres, elle se positionne en un partenaire de confiance. Donc pour cette raison, elle développe maintenant cette activité hors mandat, que sont les partenariats. Il s'agit de faire le lien entre tous les acteurs du handicap, aussi divers soient-ils, au sein d'un écosystème qui par nature est éclaté. C'est un écosystème qui fonctionne beaucoup en silo à l'heure actuelle et qui manque de cette vision macro, justement. Donc, pour résumer, la Caisse des dépôts met à profit son fonctionnement partenarial qu'a évoqué Anne-Lise, précisément parce qu'elle a la chance d'être au cœur d'une grande diversité de partenaires. Après, concrètement, Anne-Lise, on peut dire comment est-ce qu'on s'y est pris exactement. Tout à fait. En fait, en échangeant entre collègues de la Banque des Territoires et de la Direction des politiques sociales, nous sommes aperçus que dans nos champs d'action respectifs, les projets nous faisaient très souvent part du manque de lisibilité des opportunités de financement et d'accompagnement, ce qui était un frein important à leur développement, notamment pour les très jeunes structures ou les structures innovantes. Donc, nous avons décidé de solliciter nos partenaires afin de réfléchir ensemble à des solutions. Et ces démarches ont abouti à la création d'un collectif que nous avons appelé Handicap et Innovation, le réseau, dans lequel, comme vous pouvez le voir, sont regroupés une quinzaine de profils très différents, très divers. Voilà, on va retrouver des entités du groupe Caisse des dépôts comme BPI, l'association La Handitech, la plupart des incubateurs dédiés au handicap, le CCH, la GFIP et le FIP. Le fonctionnement du collectif est très souple puisque le réseau est ouvert à toute structure qui s'intéresse à la thématique handicap et souhaite apporter sa contribution. La participation aux différents événements se fait sur la base du volontariat, sachant que la CDC et la Handitech assurent l'animation de manière permanente et qu'un SharePoint dédié a été créé pour que chaque membre puisse être informé au fil de l'eau des dernières actualités. Donc, comme vous pouvez le voir, les actions du collectif s'articulent en 3 grandes catégories. Les réunions régulières sur un rythme de 2 par trimestre, les séminaires et les événements dédiés, là sur un rythme plutôt annuel. Ainsi, en janvier dernier, en janvier 2022, nous avons organisé un premier séminaire sur la thématique de comment accompagner les startups, avec un peu plus de 120 personnes qui étaient connectées. Et suite à ce séminaire, en fait, nous avions pu identifier 2 besoins majeurs des startups et même des projets en général, qui étaient d'abord de rencontrer de manière très concrète des financeurs pouvant apporter des solutions appropriées par rapport à leur stade de développement, mais aussi des grands groupes pour faciliter l'accès de leurs solutions au marché. Donc, grâce à l'identification de ces besoins, nous avons ensuite organisé un événement, qui est la journée du 5 juillet que vous pouvez voir sur le PowerPoint, une journée du 5 juillet organisée en 2 temps. Une première partie où une vingtaine de startups ont pu rencontrer une dizaine de grands groupes, comme Air France, Keolis, La Poste, ou encore Total Energy, et une seconde partie de networking avec une trentaine de startups et d'autres financeurs et accompagnateurs. Donc, ce sont ces échanges et rencontres que je viens d'évoquer qui ont abouti à la réflexion qu'une meilleure accessibilité des solutions de financement et d'accompagnement était certes primordiale pour les projets, mais qu'elle n'était peut-être qu'une brique
d'une solution plus large, d'une solution 360 qui pourrait être également utile aux personnes en situation de handicap et aux structures accompagnatrices. Et je laisse Solène vous présenter cet outil qui est le comptoir des solutions. Le comptoir des solutions, oui, merci. Le comptoir des solutions, alors c'est un projet, comme le disait Anne-Lise, qui est au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème handicap, effectivement. Donc le comptoir des solutions, à l'heure actuelle, c'est un site, le comptoirdessolutions.org, qui expose des projets innovants en matière de compensation du handicap. Alors avec nos partenaires et plus précisément la Handitech à nouveau, mais aussi le CCAH, on s'est aperçu que tout le monde, parmi nos partenaires, avait de tels projets entre les mains, des projets d'innovation en matière de handicap. Et donc, ensemble, on a voulu mettre à profit ce partenariat pour aller au-devant des besoins qui sous-tendent l'activité même de l'innovation handicap, pas simplement les projets. Donc, chacun a apporté son expérience et son expertise à ce titre. Et aussi l'expérience collective qu'a évoquée Anne-Lise, qu'on avait pu avoir le 5 juillet 2022. On a constaté ensemble qu'il existe clairement une demande qui va au-delà de l'exposition des innovations. Le grand public qui souhaite savoir comment accéder aux solutions innovantes en matière de handicap. Les porteurs de projets qui veulent trouver leur marché et qui veulent trouver leur financement également. Et les financeurs qui, eux, comme on l'évoquait tout à l'heure, et notamment Charlotte, qui veulent sourcer les projets, qui veulent pouvoir cofinancer aussi, ou qui veulent même, pour certains, se positionner en arrangeur. Donc, en partageant nos informations, en nous nourrissant mutuellement à travers différentes réunions, en accueillant aussi, on reste sur un mode ouvert, tout acteur qui marquerait son intérêt pour ce projet Comptoir des solutions, on construit en marchant. Le Comptoir des solutions, en plus de fournir un service, donc un service amélioré d'intérêt public, c'est aussi une volonté et une ambition commune de mettre en œuvre une véritable place de marché où s'organise la complémentarité entre les partenaires. Il s'agit d'accompagner, de simplifier l'accès aux demandes, de financer en fonds propres ou en subvention, de partager les decks et les analyses, d'organiser les tours de table, et j'en passe encore. Donc, tout est mis à profit en synergie entre les partenaires pour que, d'une part, ce projet Comptoir des solutions puisse se développer, et aussi pour que les partenaires puissent y trouver leur compte, y compris d'une façon qu'ils n'avaient pas forcément prévue. Donc, quand on dit le Comptoir des solutions est un projet au bénéfice de l'ensemble de l'écosystème handicap, à travers ça, nous, ce qu'on y voit, c'est que c'est aussi un catalyseur de l'innovation. Je vais terminer. Ah, pardon, c'était pas le bon, c'était ma dernière slide, excusez-moi, mais je voulais terminer juste en vous disant que ce qu'il faut retenir essentiellement de cette expérience entre la direction des politiques sociales et la Banque des territoires, c'est qu'on a eu un échange interne d'abord entre deux directions internes de la Caisse des dépôts, un travail permanent en mode ouvert pour pouvoir agréger un maximum d'acteurs, d'abord dans notre champ de compétences qui sont le financement pour la Banque des territoires et l'accompagnement pour la direction des politiques sociales. Et grâce au réseau, c'est de l'échange avec les personnes en situation de handicap, avec les porteurs de projets, avec les financeurs, et c'est de ce réseau que nous est venue l'idée d'un outil au service de l'écosystème handicap dans son ensemble. Donc, pour résumer, on a eu une synergie qui est née en interne et qui, par ses modalités de fonctionnement, très ancrées dans l'ouverture et la co-construction, a permis d'avoir un projet au service de cette innovation inclusive qui nous est si chère. Passionnant. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est le cheminement, parce que très souvent, on voit l'outil à la fin, mais on ne voit pas tout le cheminement qui a permis d'aller à cet outil. Et finalement, on voit bien tout ce qui différencie les outils qui sont très opérants et ceux qui sont, j'allais dire, un peu plus hors sol. C'est que s'ils ont fait l'objet d'une co-construction, eh bien, quelque part, on est vraiment au cœur de la capacité à ce qu'ils répondent aux besoins et n'ont pas été conçus un peu hors sol et puis viennent et puis bizarrement, on se dit mais pourquoi ils ne sont pas utilisés? Et c'est passionnant. Enfin, merci vraiment de cette logique de comment on commence en interne, comment on implique tout le réseau, et puis comment est-ce qu'on finit par l'outil qui est. C'était vraiment passionnant. Merci beaucoup, ça nous passionne aussi. Merci à nos duettistes pour ce numéro qui effectivement qui a
parfaitement conclu la première étape. Donc, on avait au programme la réponse aux aspirations qui a été illustrée par l'APF France Handicap, l'accompagnement vers l'emploi de l'AGFIP, la contribution au changement de regard de la Fondation RSM France et donc la mobilisation des partenaires et des écosystèmes avec ce regard et interne et externe que vous venez de nous offrir. Alors, je regarde si jamais il y a des questions. Oui, les supports des... Une question sur combien de temps avez-vous mis pour mettre en place cette plateforme? Donc, directement, si vous pouvez répondre dans le chat, Solène et Annelise. Alors, pour des... Je pense que c'est une réponse qui intéressera tout le monde parce que effectivement la temporalité de la construction, c'est vraiment quelque chose finalement de la première rencontre, vos deux directions à cette plateforme. Effectivement, ça a pris combien de temps? Alors, entre la première rencontre et là, Tiens, lumière. Non, toujours pas. Pardon. Entre la première rencontre et la construction de cette plateforme, là, on y aboutit. On est sur 1 an au final d'échange. Ouais, le premier séminaire a eu lieu au mois de janvier de cette année. Là, décembre, on est sur les travaux, sur la restitution des travaux et la clôture des travaux, donc pour lancer en 2023 la construction de cette plateforme. Et juste petit clin d'œil, mais qui est bien amusant, la question qui a été posée au catalyseur d'innovation que vous êtes vient de la secrétaire générale des catalyseurs territoriaux. Et là, on voit tout de suite le lien entre finalement la capacité de modélisation et de regroupement au niveau national avec le lien avec les innovations territoriales. C'était un petit clin d'œil fort sympathique. On ne pouvait pas manquer de le souligner. Le micro sert mieux. Donc, après ce tour de piste passionnant, et j'en remercie encore tous nos intervenants, on va passer à la mise en débat, sachant qu'ils nous avaient prévenu, mais presque comme un fait exprès, Patrice Tripoteau de la PF France Handicap rejoint une session prospective pour construire dans les prochaines années le handicap et ne peut plus être avec nous, mais et donc on propose un cheminement finalement autour des 4 grands axes du changement de regard, la mobilisation des écosystèmes et de l'accompagnement vers l'emploi et de la recherche empirique, bien sûr. Alors peut-être, Charles Benoît, souhaitez-vous ouvrir? Je sais que Julien aussi souhaitait prendre la parole juste après. Oui, juste très rapidement, en fait, pour nous poser collectivement la question du lien entre ce que nous venons d'entendre, qui est absolument passionnant, avec finalement l'hybridation des modèles socio-économiques, que ce soit dans la notion des richesses humaines, que ce soit au niveau des financements ou que ce soit au niveau des alliances. Finalement, comment est-ce qu'on passe de la qualité de l'action de chacun de ce que nous venons d'entendre à une capacité à interagir, à créer finalement ces passerelles, que ce soit dans la diversité des richesses humaines, que ce soit dans la diversité des financements ou que ce soit dans la diversité des alliances. Et peut-être, puisque effectivement Julien doit nous quitter, peut-être quel serait le levier majeur ou la baguette magique qui permettrait finalement d'accélérer cette interaction. On a vu l'action de chacun, comment on peut favoriser l'interaction. Solène et Annelise nous ont rappelé l'importance d'un écosystème qui est à la fois extrêmement riche, mais aussi extrêmement morcelé. Comment est-ce qu'on peut finalement montrer ces interactions, valoriser ces interactions et faire en sorte qu'elles soient à la fois créatrices de valeur et de frugalité et peut-être s'il y avait une action, un levier prioritaire qu'il faudrait que nous construisions tous ensemble parce qu'il serait trop lourd pour être porté par chacun d'entre nous, quel pourrait-il être? Alors, après cette introduction, cher Julien, comme vous êtes le premier à partir après nous, peut-être votre baguette magique ou votre levier qui vous semblerait intéressant de travailler collectivement pour justement favoriser ces interactions? Je serais assez prosaïque, mais je pense qu'il y a de la pédagogie à faire auprès de nos partenaires institutionnels, auprès de nos partenaires entreprises,
auprès peut-être de nos prestataires aussi. Solène, Annelise l'évoquait, on a un tissu d'acteurs qui est riche sur ces sujets. Bien souvent, les entreprises que j'accompagne au quotidien me disent, bon, on s'y perd un petit peu. Je crois qu'il y a un petit travail de pédagogie, peut-être même d'outillage à envisager pour expliquer tout simplement le qui fait quoi. Alors, certains pourront se dire, oh, on a essayé, ça existe. Bon, il y a probablement une offre de services croisés à valoriser, puisqu'on voit que les solutions sont nombreuses, en particulier en Ile-de-France. Elles existent et elles sont plutôt efficaces lorsqu'on on apprend à les mobiliser. Un service public de l'emploi, des fonds, des innovations, la Handitech, le comptoir des solutions ont été cités et je peux témoigner de leur ingéniosité et de leur pertinence. Donc voilà, quelques réflexions. Vous dire aussi que petit à petit, c'était le sens de votre remarque, Charles Benoît, en introduction, on comprend que le handicap peut être source d'innovation. On comprend que le handicap a poussé un certain nombre de réflexions. Et on voit beaucoup d'entreprises finalement prendre appui sur la recherche de solutions pour certains collaborateurs en situation de handicap et pour élargir de meilleures conditions de travail, tout simplement. Et c'est ce que dit l'AGEFIP au travers de sa plateforme Activateur de Progrès. Probablement le handicap est effectivement source de réflexion, source d'innovation, et on aime renverser un petit peu la machine en le présentant comme ça. On a une nouvelle loi santé au travail aussi, hein, qui invite les entreprises, les acteurs à anticiper. Probablement demain, on silotera moins, entre guillemets, terme pas très beau. Peut-être qu'on abordera le sujet de la santé au travail. C'est ce que j'invite aussi les entreprises que j'accompagne à penser. Ne raisonnons plus uniquement handicap, mais santé au travail. C'est une approche qui est beaucoup plus fédératrice. Le handicap peut faire peur, un mot qui peut être aussi assez excluant. Je suis concerné directement ou pas, auquel cas je vais peut-être m'en désintéresser. La santé au travail, on l'a vu ces 3 dernières années, elle est au cœur de tout. Donc, prévenir, anticiper, et puis s'appuyer sur les solutions apportées par le handicap pour parler à tous. Je pense qu'on a là quelques pistes intéressantes. Mais merci beaucoup. Et moi, ce qui m'avait beaucoup marqué au séminaire que vous aviez organisé et où vous m'aviez eu la délicatesse de m'inviter, c'était la preuve, vous parliez de pédagogie, c'était la preuve par l'exemple et la diversité des exemples. Et ce qui m'a beaucoup marqué, d'abord, la preuve par l'exemple, c'était que effectivement, l'AGEFIP et la FIP ensemble, finalement, organisent ce colloque régional. Et ça, je trouvais que c'était déjà une très belle alliance. Mais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que ça a commencé par le témoignage du conseiller régional qui montrait comment est-ce que sur ce sujet-là, ils avaient eux-mêmes commencé par l'exemplarité avant d'aller mettre en place un certain nombre de dispositifs, de dire mais comment est-ce qu'on le fait aussi nous, chez nous, en interne, et en disant mais c'est cette légitimité, j'allais dire, de le faire qui nous aide aussi à pouvoir après mobiliser plus largement. Ça m'avait beaucoup impressionné. Puis le dernier à intervenir, qui était le directeur de la stratégie de Pôle emploi, qui disait mais en fait, dans notre service, on a inclus une personne en situation de handicap et ça nous a rappelé que prendre le temps, c'était une capacité à faire une meilleure stratégie. Et j'ai trouvé que ces 2 retours d'expérience, et il y avait plein de retours d'expérience derrière, mais finalement, la preuve par l'exemple est sans doute le meilleur élément de pédagogie qu'on peut faire. Et je trouve que ce chemin croisé est sans doute un élément passionnant. Donc, pédagogie, j'entends, pédagogie, et pour pouvoir tirer les leçons du handicap comme source d'innovation, pour prévenir et anticiper, donc en amont et non pas en curatif.
Charlotte, Solène, Annelise, je me tourne vers vous. Le levier qui vous semble le plus important, on a parlé de la pédagogie. Quel serait pour vous, selon vous, Charlotte, je vois que c'est vous qui avez ouvert votre micro, le levier qui serait important pour justement pouvoir faire plus ensemble? Alors, moi, j'ajouterais juste au faire alliance et à la pédagogie que je trouve effectivement très, très importante, c'est le faire expérience aussi. C'est-à-dire qu'on a souvent on a tous nos propres biais, hein, et on se met des vraies barrières en disant c'est pas possible, c'est pas pour nous. Donc, et notamment aussi en tant qu'entreprise, on est les 6%, je vous cache pas qu'on les atteint pas, hein. En jouant l'inclusion, la diversité dans les équipes, finalement, on voit que ça marche. Et on a des personnes en situation de handicap qui sont formidables et qui apportent effectivement des compétences, une expérience et qui est normale. Et donc, je pense que la pédagogie, c'est très important. L'expérience aussi, parce que finalement, le meilleur moyen d'agir, c'est d'essayer. Je suis très sensible à ce que vous dites parce qu'en fait, c'est souvent cette dynamique de changement de regard, de comprendre la diversité. Elle se vit plus qu'elle ne se dit. Et finalement, de faire le premier pas, et ce que j'entends, c'est à la fois dans ce faire expérience, c'est pas essayer aussi forcément de vouloir tout de suite aller trop loin ou trop haut. C'est aussi peut-être la stratégie des premiers pas. En tous les cas, comment est-ce qu'on met les mains dans le cambouis pour pouvoir finalement construire, expérimenter et vivre l'expérience soi-même. Je trouve que effectivement, ça résonne bien avec le faire alliance et la pédagogie. Notre troisième levier de faire expérience finalement est très 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 corrélé. Alors, je me tourne vers vous, et comme vous êtes deux, vous avez le droit à avoir deux leviers, une chacune, pardon. Et quel levier, chère Annelise et Solène, retenez-vous de votre côté? Alors, je crois qu'on a le même, évidemment. Quelle unité à la caisse. On en a un qui va de pair, qui suit même cette notion d'alliance là précédemment évoquée par Charlotte, c'est qu'on raisonne beaucoup en termes de parcours également. C'est-à-dire qu'on a énormément d'acteurs à fédérer, c'est une chose. Mais en fait, nous, on insiste beaucoup sur la cohérence du parcours. On a des acteurs dans l'écosystème handicap qui interviennent à des moments très précis et très différents selon les acteurs. On a typiquement nos incubateurs qui interviennent au tout début d'un projet, les financeurs qui ensuite, eux, vont sourcer le projet et éventuellement monter un cofinancement autour de ce projet-là, les accompagnateurs qui vont continuer jusqu'à ce que la start-up puisse se développer. Donc, au final, on a aussi des fonds, je pense en le disant, on a aussi nos fonds FIP et AGFIP qui interviennent au moment de la mise en service finalement de l'idée qui a été commercialisée. Donc au final, nous, on insisterait plutôt sur un chaînage des différents acteurs. Il ne s'agit pas simplement de se fédérer à un instant T, mais vraiment tout au long de la vie d'une solution. Et ça rejoint finalement le grand principe de la Caisse des dépôts qui est accompagner les parcours de vie. Et je crois que ça, c'est un levier important. Oui, et au-delà de ça, le fait d'avoir ces parcours-là, de pouvoir chaîner tout au long de la vie d'un projet, donc en fonction de sa maturité, en fonction de ses besoins d'accompagnement, en fonction aussi de son scope d'intervention. Parce qu'un projet tech, ça ne va pas être la même chose qu'un projet d'habitat inclusif, et on ne va pas forcément mobiliser les mêmes acteurs. Ça nous permet, nous, qui souhaitons avoir une vision, comme on le disait tout à l'heure, un peu écosystémique, de se dire, mais peut-être qu'il y a justement, à certains moments, des failles. Parce que malgré la foultitude d'acteurs qu'il peut y avoir, subventionneurs, financeurs et autres,
et accompagnateur bien entendu, eh bien, on sait qu'à certains stades de la vie du projet, notamment entre la phase d'amorçage puis on va dire la première phase de développement, il y a ce qu'on appelle la vallée, entre guillemets, la vallée de la mort, ou en tout cas une espèce de désert, de no man's land, où les projets ne trouvent pas si facilement accompagnement et ou financement. Et c'est ces moments-là de parcours sur lesquels il faut qu'on réfléchisse tous ensemble pour qu'il n'y ait pas un chaînon manquant. Alors, c'est vraiment vos interventions respectives, à la fois parcours et chaînage, est passionnante parce qu'elle nous ramène à deux acteurs du handicap qui ont joué des rôles très importants. Vous parliez de la vallée de la mort, finalement, repérer les failles en ayant finalement une vision du chaînage complet. On peut penser au chemin du médicament, hein, et c'est en regardant et en analysant ce chemin du médicament, et notamment la traversée du désert, la vallée de la mort, et les questions de crise de croissance et après de saut quantique, que l'AFM Téléthon a pu développer finalement des médicaments hors normes, et donc on voit bien toute cette question de comment le chaînage permet de repérer les failles. Et puis Solène, ce que vous disiez sur l'importance aussi des parcours pour assembler des acteurs qui n'interviennent pas au même moment. Et donc là, on est vraiment dans une articulation des légitimités, et ça nous ramène à ce que disait Patrick tout à l'heure sur la légitimité aussi de bien faire avec les acteurs et pas pour les acteurs. Et donc cette articulation de mobiliser finalement à des moments précis des acteurs précis et de mobiliser l'ensemble des acteurs finalement, puisque Patrice n'est pas là pour donner son mot, mais je reprendrai le premier qu'il a utilisé, c'est légitimité. C'est finalement comment est-ce qu'on construit avec, et avec ça, eh bien construire avec, c'est faire alliance, et nos 5 points finalement peuvent se reconnecter dans une logique un peu circulaire. Donc je reprends, hein, le faire alliance, la pédagogie pour pouvoir finalement voir le handicap comme source d'innovation pour mieux prévenir et anticiper, la capacité à faire expérience et commencer finalement par des premiers pas pour pouvoir comprendre finalement dans la réalité de terrain ce que veut dire inclusion et diversité, cette notion de parcours et de chaînage qui permet à la fois de donner sa légitimité et sa place à chacun, et de repérer à travers ce chaînage où sont les failles et les manques. Et puis dernier point, cette légitimité de tous qui ne peut être faite que si elle est faite avec les acteurs et non pas pour les acteurs. Et ça nous renvoie à ce que nous disait Patrice sur la vision et le plaidoyer de l'APF France Handicap. Écoutez, vraiment, c'était tout à fait passionnant. Alors, je vois qu'il y a une question pour Anne-Lise et Solène. Y a-t-il une ambition de maillage territorial pour la plateforme ? Et là encore, on voit que les 350 catalyseurs territoriaux représentés par sa secrétaire générale s'intéressent à la territorialisation de l'action. Oui, alors je suis désolée, je donne un très mauvais exemple de nos ambitions de développement d'outils, puisque je n'ai pas réussi à répondre à la question dans le chat. Mais non, alors on n'en est pas encore à ce niveau-là de granularité, on est vraiment au démarrage du projet. Comme je disais, on a une restitution là qui va avoir lieu la semaine prochaine. Donc, ça n'est pas encore un niveau de granularité auquel on a pensé. On s'appuie sur comptoirdessolutions.org qui existe déjà et qui, lui, a une ambition purement nationale. Donc, sur la description des projets, on a un certain nombre de projets qui comportent des données descriptives relatives au territoire. On sait aussi que de son côté, le CCAH dispose d'une base de données territorialisée des différents projets qu'il a pu accompagner. Donc, c'est une chose à laquelle on réfléchit, mais sur laquelle on ne s'est pas encore penché là tout de suite, puisqu'on en était vraiment, nous, plutôt à quel cas d'usage on pouvait adresser avec ce comptoir des solutions. Donc, la territorialité, elle interviendra dans un second temps.
En tous les cas, je pense pouvoir m'engager pour le réseau des catalyseurs territoriaux en disant que vous êtes les bienvenus lors d'un atelier de travail avec les catalyseurs pour réfléchir, sans doute pour présenter d'abord cette démarche vraiment très innovante et réfléchir avec eux justement peut-être comment est-ce que ce maillage peut être inventé avec les catalyseurs qui finalement sont toujours aussi eux à la recherche de cette interconnexion entre les initiatives locales et les initiatives nationales qui ne s'opposent pas mais qui au contraire se renforcent mutuellement et donc je pense que je vois le oui très avec un grand I qui se met par notre secrétaire général, ça sera une joie. Merci à tous pour ce débat. Yann, je vous rends la parole pour la conclusion de notre passionnant webinaire. Merci Charles Benoît. Alors, plus conclusion en disant que c'est surtout quelle suite en 2023, notamment pour faire le lien avec ce que vous évoquiez Charles Benoît, pour découvrir finalement le rapport global de qu'est-ce qui en ressort en filigrane, à la fois en mise en perspective et en termes de contenu de chacun de ces webinaires prospectifs. Donc, une date à retenir à votre agenda, le jeudi 19 janvier 2023. Pourquoi ? Pour suivre un webinaire qui posera le bilan et les perspectives de ce cycle prospectif CAP 2030 vers de nouveaux modèles socio-économiques en partenariat avec le Comité 21. On vous attend nombreux, soyez fidèles au rendez-vous et en attendant, bien entendu, peut-être deux points importants de fin d'année et deux points précisés par Charles Benoît. Deux points très importants. D'abord, vous pouvez reprogrammer tous les troisièmes jeudis du mois de 13h à 14h30 puisque ce prochain, celui du 19 janvier, troisième jeudi, 2 janvier, préfigure bien évidemment un nouveau cycle. Hein, donc, nous avons, et notamment avec nos partenaires de l'éducation nationale et de la JEBVA, décidé de faire une troisième année ensemble pour la richesse des travaux que nous allons faire. Et effectivement, ce bilan et perspective de cette année commune, ce n'est pas un hasard si elle est faite avec le Comité 21, puisque le Comité 21 a, durant toute cette année, travaillé sur les nouveaux modèles, pas seulement nouveaux modèles socio-économiques, mais plus globalement tous les nouveaux modèles d'entreprise, les nouveaux modèles associatifs, les nouveaux modèles des collectivités territoriales, les nouveaux modèles dans le monde académique. Donc, il y a eu un chantier qui a été fait durant un an par le Comité 21 dans le cadre du rapport qu'ils avaient fait sur la grande transformation auquel nous avions eu la joie d'être associés. Et donc, très officiellement, nous remettrons à Bettina Laville, la présidente d'honneur du Comité 21, le bilan et perspective de cette petite brique que sont les nouveaux modèles socio-économiques dans le cadre de ce grand chantier sur les grandes transformations, la grande transformation, comment chacun finalement peut renouveler son modèle. Et donc on est très heureux à travers ce partenariat de pouvoir réouvrir donc une troisième année de cheminement collectif sur les modèles socio-économiques à horizon 2030. Et donc, quel sera le thème de 2030 ? Vous le découvrirez le 19 janvier 2023, parce que si on vous dit tout maintenant, vous ne serez pas là pour le premier, et on veut absolument vous avoir avec nous pour le premier webinaire de 2023. Merci infiniment à chacun d'entre vous. Merci à ceux, j'ai vu dans les participants, certains qui nous suivent depuis le premier webinaire d'octobre 2020. Donc, merci pour votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous réécouteront en replay, parce que nous savons que nos webinaires sont très réécoutés en replay. Et surtout, merci à nos 5 intervenants pour leur talentueuse démonstration de l'importance de prendre en compte le domaine du handicap comme lieu de construction collective. Et merci à notre animateur, cher Yann, qui, durant toute cette année, a animé ces webinaires. Et aujourd'hui, je dois bien le dire, je pense qu'il serait resté couché s'il n'avait pas eu cette responsabilité-là. Vous l'avez peut-être entendu, il est bien malade. Merci Yann d'avoir été malgré tout avec nous. Très belle fête de fin d'année à chacun d'entre vous. Et puis,
au 19 janvier pour la prochaine étape de notre cycle CAP 2030 vers de nouveaux modèles économiques. Bonne fête de fin d'année à chacun. Prenez bien soin de vous et surtout, ayons confiance dans l'avenir. L'avenir est devant nous. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.